allons voir les tissus musculaires et les tissus nerveux, qui sont souvent liés, les muscles recevant très souvent une innervation. Généralement, on classe les tissus musculaires en 3 catégories. Le tissu musculaire lisse, le tissu musculaire strié squelettique, on retrouve au niveau des membres essentiellement, et le tissu musculaire strié myocardique, un peu spécifique. Donc en premier lieu, le tissu musculaire lisse. Le tissu musculaire lisse, c'est un tissu musculaire involontaire, innervé par le système nerveux autonome ou végétatif et parfois stimulé par des relations hormonales. Donc, ce tissu musculaire lisse est largement représenté chez l'individu. On en trouve par exemple au niveau de l'appareil respiratoire, du tube digestif, de l'appareil urinaire, des appareils génitaux, du système circulatoire, etc. J'en oublie certainement. Nous prendrons 2 exemples avec des lames correspondantes, le jéjunum et une artère de type musculaire. Le jéjunum, donc je vous rappelle que le jéjunum fait partie de l'intestin grêle. La structure générale que vous avez sur cette diapositive comporte 4 couches, en partant de la lumière, qui était la partie supérieure de la diapo, la muqueuse. La muqueuse avec les villosités, que vous avez vu en première année, son épithélium de revêtement, microvillosité, etc. Et à la base des villosités, les glandes de Libercule qui débouchent justement entre ces villosités. Ensuite, vous trouvez la sous-muqueuse, qui est une couche conjonctivo-vasculaire, innervée, séparée d'ailleurs de la muqueuse par une petite couche de cellules musculaires lisses qu'on appelle la muscularis mucosée ou la musculaire de la muqueuse. La musculeuse qui nous intéresse aujourd'hui est épaisse et comporte 2 sous-couches, une couche circulaire interne et une couche longitudinale externe. Et à l'extérieur, on trouve l'adventice qui est un feuillet mince au niveau duquel vous allez trouver des nerfs, des lymphatiques, des ganglions, etc. Donc c'est la musculeuse qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà un grossissement de cette musculeuse, donc en 2 parties. À la partie supérieure, je le rappelle, la musculeuse circulaire interne. Elle est formée de cellules musculaires lisses, bien sûr, qui ont un aspect fusiforme, allongé, qui sont pratiquement jointives. On verra la microscopie électronique. Le noyau est central et l'ensemble forme des faisceaux disposés en strates concentriques à la lumière de cet intestin grêle, de ce jéjunum. À la partie externe, on trouve la musculeuse longitudinale externe. Dans cette longitudinale externe, les cellules sont disposées longitudinalement, elles ont la même forme, le même aspect, un noyau central. Elles sont disposées en faisceaux séparés par du tissu conjonctif. Entre les deux, la diapositive a été réalisée au niveau du système d'innervation de cette musculeuse, concentrée dans des formations que l'on appelle les plexus semi-entériques, plexus nerveux d'Auerbach. Ces plexus nerveux constituent l'innervation intrinsèque du jéjunum. Ils sont formés de cellules nerveuses, ganglionnaires, qui envoient des prolongements, qui innervent les cellules musculaires lisses des 2 couches internes et externes, d'autre part, et ces mêmes cellules reçoivent des afférences provenant de l'innervation externe. Cette innervation est à la base des mouvements de l'intestin grêle, et notamment de la tonicité et du péristaltisme. Le deuxième exemple est emprunté au système circulatoire avec une lame d'artère musculaire que vous aurez à voir au niveau d'un complexe vasculo-nerveux qui fera la synthèse entre justement ces systèmes musculaires lisses et le système nerveux. Là encore, sur cette première diapo, vous retrouvez la structure globale d'une artère avec une première couche qui porte de la lumière. D'ailleurs, vous voyez un coagulum sanguin dans cette lumière. Cette première couche, c'est l'intima, constituée essentiellement de l'endothélium, très important pour les vaisseaux. On y reviendra dans d'autres exposés. Sous l'intima, vous trouvez la médiane, qui est une couche en général épaisse, formée de 3 constituants. Le premier constituant global, c'est le tissu conjonctif. Ensuite, vous allez trouver du tissu musculaire lisse et du tissu élastique, des fibres élastiques. Donc vous voyez une des composantes importantes sous l'intima, la limitante élastique interne. Alors, 2 mots de la classification des artères. Au niveau de cette média, j'ai dit tissu musculaire et tissu élastique. Quand le tissu musculaire prédomine, ce qui est le cas ici, vous avez une artère de type musculaire. Quand c'est le tissu élastique qui prédomine, vous avez une artère de type élastique ou à prédominance élastique. Donc, la média définit le type d'artère et sa fonctionnalité.
À l'extérieur de la média, vous trouvez l'adventice, qui est un tissu assez large, conjonctivo-vasculaire, innervé, avec notamment des vaisseaux qui vont vasculariser la partie externe de la média et que l'on appelle les vasa vasorum. Toujours dans la média, progressivement sur cette média de l'artère, d'une artère de type musculaire, ce qui apparaît en haut, ce sont les cellules musculaires lisses. Vous voyez qu'elles sont relativement nombreuses par rapport au tissu conjonctif qui apparaît en bleu, alors que les fibres élastiques ne sont pas visibles ou pratiquement pas visibles, car pour les mettre en évidence, il faudrait une coloration spécifique à l'orcéine ou à la fuchsine paraldéhyde. Donc ces cellules musculaires lisses sont disposées en couches concentriques à la lumière. Elles ont un cytoplasme relativement abondant, elles ont un aspect fusiforme, et vous voyez les noyaux qui apparaissent très petits, densifiés, hein, et avec un aspect plissé. C'est dû à la contraction, à la rétraction de ces cellules musculaires lisses. Donc, vous pouvez constater le contingent musculaire lisse qui est important dans cette artère de type musculaire. À quoi sert cette média riche en cellules musculaires lisses? Eh bien, ces cellules vont se contracter dans les phénomènes de vasoconstriction. Vous trouvez ces artères à distance du cœur, hein, car il va falloir propulser le sang à l'extrémité des membres, etc., alors que les artères élastiques sont à la sortie du cœur, à proximité du cœur, et par leur élasticité vont amortir l'éjection systolique qui est très puissante et saccadée. On passe à la microscopie électronique. La structure des cellules musculaires lisses est très simple. Ce sont des cellules, comme je l'ai dit, on l'a vu en microscopie optique fusiforme, avec un noyau central, donc en longitudinal, bien sûr. Elles sont bordées par une lame basale, et entre ces cellules, vous allez trouver un tissu conjonctif de soutien, de jonction, donnant une cohésion assez faisceau de cellules musculaires lisses, avec parfois des jonctions intercellulaires. À l'intérieur de ces cellules, vous ne distinguez pas de striation, mais un feutrage de microfibrilles disposées longitudinalement, renforcées par des cordances qui sont les points d'insertion des myofilaments d'actine. La myosine n'est pas visible, elle est spécifique à ces cellules musculaires lisses, n'est pas visible en microscopie électronique. Les myofibrilles se rattachent à la membrane plasmique et tous ces phénomènes sont relayés pour générer des phénomènes de rétraction ou d'allongement de ces cellules musculaires lisses. Ces cellules sont pauvres en organite. Vous voyez de part et d'autre du noyau, encore que ce ne soit pas très visible, quelques organismes de type mitochondrie, ribosomes ou autres, dans ce qu'on appelle les cônes sarcoplasmiques. Vous découvrez à cette occasion un nouveau vocabulaire, hein, la membrane plasmique et la lame basale, on parle de sarcolème, hein, le cytoplasme prend la terminologie de sarcoplasme. On aborde maintenant le muscle strié squelettique, plus compliqué par sa structure et par son innervation. C'est un muscle à contraction volontaire, contrôlée. Vous définissez le déplacement de vos membres, de vos mains, de vos jambes, etc. par contraction, relaxation de ces muscles striés squelettiques. L'innervation se fait individuellement, c'est-à-dire cellule par cellule, par une fibre nerveuse, l'extrémité d'une fibre nerveuse, qu'on appelle un motoneurone, un motoneurone plutôt, et la jonction entre cette fibre nerveuse et la cellule musculaire striée est la plaque motrice. Quelle est la répartition? Je l'ai vu, muscle des membres, musculature des ceintures, la langue, etc. Nous prendrons comme exemple une coupe de langue formée d'un nombre important de muscles striés disposés selon différentes langues. Nous ne sommes pas là pour faire de l'anatomie. Donc vous aurez regardé une lame de langue. Je vous rappelle, comme pour les lames précédentes, la structure générale de la langue, encore que sur cette lame on ne dit pas disposer toute la structure de la langue. Donc, recouvrant cette langue, vous avez un épithélium lingual. L'épithélium lingual est un épithélium pluristratifié et non kératinisé. Vous voyez que la surface est irrégulière, ce sont les papilles linguales que vous pouvez reconnaître à la surface de votre langue quand vous tirez de la langue.
Sous cet épithélium lingual, vous avez un chorion, un tissu conjonctivo-vasculaire, dans lequel on rencontre parfois quelques glandes salivaires. Donc l'ensemble épithélium plus chorion constitue la muqueuse linguale. Sous la muqueuse linguale, vous trouvez la musculeuse. Je l'ai dit, cette musculeuse est très importante, elle permet tous ces mouvements de la langue, à l'origine de la phonation, de l'appréhension des aliments, etc. Et aux autres fonctions, bien sûr. Ce sont des muscles striés qui sont disposés dans différents plans. Ici, vous avez, sur la partie inférieure de la diapo, des faisceaux de muscles striés, de cellules musculaires striées, coupées transversalement pour certains, longitudinalement pour d'autres. Ces faisceaux et ces cellules musculaires striées, vues à agrandissement, sur la diapo suivante, vont nous montrer la disposition et la structure de ces cellules. Une dernière remarque, entre ces faisceaux musculaires striés, vous avez du conjonctif qui s'insinue, dans lequel on verra qu'en grandissement, on trouve de la vascularisation et de l'innervation, car ces muscles striés sont innervés. Vous avez ici un agrandissement de cellules musculaires striées en coupe longitudinale, notamment la partie supérieure, et en coupe transversale à la partie inférieure. Une petite remarque, ces cellules musculaires striées sont enveloppées, soit individuellement, soit par groupe, par des enveloppes conjonctives. Ces enveloppes conjonctives, on porte une terminologie bien spécifique, que je rappelle. À l'extérieur d'un muscle ou d'un ensemble de faisceaux, donc là ce sera un peu compliqué à définir, vous avez ce qu'on appelle l'épimysium. L'épimysium, donc, c'est l'enveloppe globale, c'est à peu près ce qui correspond à la ponévrose. À l'intérieur d'un muscle, vous avez des faisceaux de cellules musculaires, et ces faisceaux sont enveloppés par le périmysium. Le périmysium qui va s'insinuer à l'intérieur de ces faisceaux et entourer individuellement chaque cellule portant à ce moment-là le nom d'endomysium. Donc je répète, épimysium périphérique, périmysium autour des faisceaux et endomysium autour des cellules. On revient à ces cellules. Donc les cellules musculaires striées sont des cellules en général longues, évidemment au niveau de la langue c'est limité, une dizaine, pas de centimètres, mais au niveau des membres, elles peuvent atteindre 30 cm, 40 cm au niveau des membres inférieurs. Ce sont des cellules multinucléées avec des noyaux périphériques, donc elles se présentent sous forme de bandes, en général à bord parallèle. Donc on ne voit pas très bien la membrane périphérique en microscopie optique, mais donc vous voyez les noyaux sous la forme de points noirs en périphérie. Je rappelle aussi que ces cellules possèdent parfois des cellules satellites qui peuvent se différencier et régénérer des cellules musculaires. À l'intérieur de la cellule, sur une coupe longitudinale, on voit une déformation, un aspect éosinophile, c'est-à-dire rouge, formé par les myofibrilles, c'est-à-dire l'ensemble des myofilaments. Et en faisant varier un petit peu la mise au point, parfois, vous apercevrez cette variation de densité correspondant à la striation, avec des bandes sombres et des bandes claires. On verra la définition ultérieurement du sarcomère. Sur les coupes transversales montrent un aspect différent. Très souvent, les cellules sont triangulaires, polygonales, etc., avec là encore, sous forme de points noirs, les noyaux périphériques, et à l'intérieur de la cellule, bien sûr. Les cellules sont entourées par du conjonctif, comme je l'ai dit, et à l'intérieur, vous trouvez ces myofibrilles et myofilaments qui apparaissent éosinophiles, c'est-à-dire colorant rouge. Mais là, on ne peut pas distinguer les myofilaments dactyles et des myosines. C'est le domaine de la microscopie électronique. L'innervation, qui est rappelée entre parenthèses, très difficile à voir en microscopie optique. On verra sur une diapo suivante un fascicule nerveux, mais l'abord de la cellule individuellement est très aléatoire sur ce type de microscopie optique. Engrossissement sur des cellules musculaires striées, toujours au niveau de la langue, en coupe longitudinale, donc. Vous retrouvez les éléments que j'ai décrits précédemment, les noyaux périphériques, l'aspect fibreux longitudinal de ces cellules, c'est pourquoi on parlait parfois de fibres musculaires striées, avec les myofibrilles composées de myofilaments, et là on distingue quand même cette striation formée de bandes claires et de bandes sombres.
Entre les cellules, il vous est indiqué tissu conjonctif, c'est l'endomysium qui provient du permysium périphérique, qui entoure les vaisseaux, et cet endomysium conjonctif va entourer chaque cellule individuellement. La microscopie électronique de ces cellules musculaires striées squelettiques nous apporte quand même beaucoup plus de détails. Vous avez ici une vue partielle. Pourquoi? Parce que ces cellules, je l'ai dit, sont très importantes et très longues. Une vue périphérique d'une cellule musculaire striée. En partant de la droite de cette diapo, vous allez trouver du tissu conjonctif qui n'est pas indiqué ici, pas de légende qui l'indique. Ce tissu, nous l'avons vu précédemment, c'est l'endomysium. Ensuite, on arrive à la membrane plasmique de la cellule musculaire striée, à un double lumen basal, le sarcolème, et à l'intérieur, vous allez trouver du cytoplasme, c'est le sarcoplasme. À la partie inférieure de la diapo, vous avez un parmi la centaine de noyaux qui peut exister dans une cellule, peuvent exister dans une cellule musculaire striée. Vous voyez que ce noyau est légèrement coché, plissé, c'est dû au phénomène de contraction de la cellule. Par ailleurs, il possède 2 nucléoles. Enfin, ça n'a rien d'anormal. Plus en profondeur, vous allez trouver des myofibrilles. Qu'est-ce qu'on appelle myofibrilles? Les myofibrilles, c'est un ensemble de myofilaments, c'est-à-dire ces formations qui ont un aspect rubané, hein, et au niveau desquelles vous voyez des parties sombres et des parties claires. Ces myofibrilles sont striées, là encore, longitudinalement. Ce sont les myofilaments, mais ce mouvement ne permet pas de distinguer facilement ces myofilaments. Non. Au niveau de ces myofibrilles, vous avez une partie présente, hein, ce n'est pas la bande-son, mais c'est ce qu'on appelle la strisène. D'une strisène à une autre strisène, vous avez l'unité fonctionnelle du muscle strié, c'est le sarcomère. Et à l'intérieur, on verra qu'il y a une bande-son en A, avec des sous-unités H et M, et 2 demi-bandits qui viennent se rattacher à chaque pôle à la strisène. Engrossissement sur un sarcomère, donc le sarcomère, unité fonctionnelle, je rappelle, qui s'étend d'une strisène à une autre strisène. La strisène est formée d'alpha-actinine et c'est la zone d'insertion des filaments minces, filaments d'actine. Ces filaments d'actine vont pénétrer donc dans le sarcomère et s'insinuer entre les filaments épais et les filaments de myosine. La zone libre où vous allez trouver uniquement ces filaments d'actine s'appelle la bandille. En fait, c'est une demi-bande à chaque extrémité du sarcomère. Par contre, dans la zone d'interpénétration entre les filaments épais et les filaments minces, les filaments de myosine et les filaments d'actine, cette zone va apparaître dense, ce sera la bande sombre. Apparaître avec au centre une petite zone centrale entière, c'est la bande H, M, etc. Donc ces cellules musculaires striées sont innervées. Elles vont recevoir une innervation individuelle, ce sont des muscles volontaires. Nous les verrons ces innervations en relation avec les cellules nerveuses, qu'on appelle les ondes musculaires. Mais pour l'instant, on est dans une microscopie optique et sur cette photo, toujours au niveau de la langue, vous avez dans le conjonctif 2 faisceaux nerveux qui sont certainement formés par des axones provenant de l'autoneurone au niveau de la moelle, et de ces vaisseaux vont se détacher des terminaisons qui vont venir innerver ce qu'on appelle individuellement chaque cellule musculaire. On termine par le muscle myocardique, formé de cellules que l'on appelle en général des cardiomyophiles. Ce tissu myocardique est très spécifique. Les cellules sont des cellules musculaires pliées, en articulation formée de banquières sur le son. Pardon. Par contre, ces cellules sont de petite taille, donc elles possèdent un seul noyau qui est central. Ces cellules sont disposées non pas côte à côte, mais forment des bandes, c'est-à-dire que les cellules sont disposées bout à bout, et ce système de jonction intercellulaire s'appelle le trestalariforme. C'est une jonction très importante. Premièrement, c'est une jonction adhérente, ces cellules étant disposées bout à bout lors de la contraction, vous allez avoir des tractions importantes qui vont se exercer au niveau du trestalariforme. Vous allez avoir des fonctions, des tractions,
Et d'autre part, au niveau des traits scalariformes, on va trouver des systèmes d'échange ioniques, qu'on appelle des GAP, qui sont donc des synapses ioniques, qui vont permettre la transmission de l'influx nerveux, d'un influx ionique, disons, de cellule à cellule, car ces cellules ne sont pratiquement pas énervées, sauf au départ par des cellules modifiées que l'on trouve au niveau des nœuds de ces plaques de la Shoktabara. C'est un tissu myocardique donc très vascularisé par un système spécifique qu'on appelle le système coronaire, avec sa pathologie, la partie du myocarde quand un vaisseau coronaire se bouge, hein, et je l'ai dit, très peu innervé. Voilà une vue à franc grossissement de quelques faisceaux de cellules musculaires liées myocardiques. Ces cellules, comme je vous l'ai dit, sont bien sûr des côte à côte, mais surtout en bande, et jointives par des traits scalariformes qui sont indiqués par des tests sur la diapositive. En ce qui concerne l'aspect de ces cellules, le noyau est en principe central. À l'intérieur de la cellule, vous allez trouver, comme pour une cellule musculaire striée squelettique, un feutrage de myofibrilles formé de myofilaments. Avec un peu de chance et en faisant varier la mise au point, on aperçoit des striations formées de zones sombres et de zones claires, et on retrouve là encore des sarcomères. Entre ces cellules et ces faisceaux de cellules musculaires striées, du tissu conjonctif au niveau duquel la vascularisation est très importante, je l'ai évoqué. Le trait scalariforme, on insiste car c'est une structure très importante entre deux cardiomyocytes. Le trait scalariforme ici, va être la zone de jonction entre les deux cellules et une zone d'échange entre les cellules. Ce trait scalariforme s'étend d'un côté à l'autre de la cellule. À la partie inférieure, vous retrouvez du conjonctif, vous retrouvez un sarcolème, et à l'intérieur de la cellule, ou des deux cellules jointives, ici, une à gauche, une à droite, des organites, et notamment des mitochondries, dont certaines sont assez mal conservées. Mais il ne faut pas oublier le rôle des mitochondries comme génératrices d'énergie, fournisseurs d'énergie pour ces cellules musculaires, striées, squelettiques ou myocardiques. Plus en profondeur, vous retrouvez des sarcomères avec des stridènes, des myofilaments d'actine, des myofilaments de myosine, une interpénétration, des grandies, et la partie centrale du sarcomère est occupée par une zone sombre qui est la bande A, la zone anisotrope. Bon, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très marqués en microscopie électronique, on retrouve une structure identique à celle que l'on avait au niveau de la cellule musculaire striée squelettique. Ce qui change, c'est ce trait scalariforme. Ce trait scalariforme, c'est une zone d'insertion des myofilaments d'actine à l'extrémité d'un sarcomère. Ces myofilaments d'actine sont renforcés par des molécules de liaison, des molécules d'adhérence qui permettent justement cette adhérence entre les deux cellules. L'ensemble constitue une zonula adhérente très étendue, c'est pourquoi on parle de fascia adhérente, puisque cette zone va pratiquement d'un côté à l'autre, d'un bord à l'autre de la cellule. Ces zones d'adhérence sont renforcées en dehors des sarcomères, donc en dehors des myofibrils, par des desmosomes, c'est-à-dire des jonctions pontiformes, au niveau desquels vous allez trouver des filaments intermédiaires qui ne sont pas formés de kératine mais de desmine, mais c'est toujours la même structure avec des molécules d'adhérence et des filaments, des microfilaments qui renforcent ces structures d'adhérence. Dernier point, les GAP. Les GAP se trouvent en dehors des sarcomères, en dehors des desmosomes. Vous avez un GAP qui est indiqué à la partie supérieure, donc sur le petit GAP, nexus. Au niveau de ces GAP, le grossissement n'est pas suffisant, mais vous savez que vous allez avoir des canaux intercellulaires formés par des connectines, et ces canaux vont permettre des échanges de proche en proche, des échanges ioniques. Ce qui fait que, grâce à ces canaux, ces échanges sont très rapides d'une cellule à l'autre. Donc, la contraction va être lancée à une extrémité de ce fuseau formé de cellules myocardiques et va se propager de cellule en cellule
grâce à ces échanges ioniques et non pas grâce à une stimulation nerveuse. Excellent. Là, ça, c'est la recommandation. Alors,